Henriette, on est vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui. C'est un livre qui nous a fait du bien, qui nous a enthousiasmés. Et quant à moi, vraiment, je me suis dit qu'il faudra qu'on parle peut-être dans la soirée sur cette psychanalyse naissante et si stimulante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra en dire? Et on a découvert enfin moi j'ai découvert des tas de noms que j'ignorais complètement. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement ignorante. Et mon seul regret qui est vraiment un regret, et c'est pas tout à fait nouveau, c'est de ne pas pouvoir lire Freud en anglais. Parce que tous les gens qui ont la pratique m'ont dit que vraiment lire Freud en anglais, c'est un bonheur autre. C'est peut-être un peu moins que lire Freud en allemand. Écoute, il y a des gens qui m'ont dit que vraiment c'était un plaisir particulier de lire en anglais. Mais comme j'ai un blocage sur l'anglais, je ne parle pas l'anglais de toute façon. Voilà. Et c'est pas nouveau, ça ne vient pas. L'allemand non plus, le turc et le français. Oui, ça peut pas aller. Je pense que ça fait plaisir à une certaine catégorie d'anglais. Ah oui. Parce qu'au fond, Freud avait fait, je ne veux pas anticiper, hein, mais puisque tu lèves cette question, Freud avait fait une demande très précise à James Strachey, dont il admirait qu'il vienne de Cambridge, qu'il soit d'une famille de lettrés, qu'il ait un accent très particulier, un anglais extrêmement châtié, et il lui a dit, explicitement, in so many words, il lui a dit, je voudrais que vous écriviez mon œuvre comme un gentleman anglais qui serait né au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire lui, hein, il est de 56, hein, 1856, et ça c'était le père et le grand-père de James qui écrivaient comme ça. Donc James a dit pas de problème, moi je suis comme à la maison. Et quand il y a eu quelquefois, alors en plus il discutait avec Freud des termes pour la petite partie qu'il a traduite en 20, 21, 22. Donc ça c'était très intéressant, mais aussi il savait qu'il avait un style magnifique. C'est un peu dangereux aussi, c'est-à-dire qu'on comprend que certains lecteurs anglophones, notamment américains évidemment, qui n'ont pas du tout la même langue, disent ah oui mais alors là, qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est pas ça. Et c'est aussi toute la question de la traduction. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la traduction c'est jamais ça. Donc, surtout quand c'est une œuvre comme celle de Freud. Mais alors, je me permets, pardon Françoise, je me permets un détail parce que je l'ai appris. Je me suis replongée ces jours-ci, par hasard, parce que c'est dans ma bibliothèque, sur des textes de John Rivière. Et John Rivière est quelqu'un de très intéressant, qui était contemporain aussi, enfin qui avait 10 ans de plus que James Strachey, donc 20 ans de plus qu'Alix. Donc j'en parle pas beaucoup, mais c'était elle qui était responsable des traductions. Et j'ai retrouvé une lettre et aussi la préface de Massenpsychologie, c'est-à-dire Group Analysis, Psychologie des masses et analyse du moi, donc qui a été fait par James Strachey en 22. J'ai retrouvé la préface anglaise qui avait été écrite par John Rivière. Et elle en profite pour féliciter, enfin pour dire tout le bien qu'elle pense. Moi, ça m'intéresse évidemment que quelqu'un qui soit aussi critique aussi que John Rivière trouve que c'est très bien. Et elle dit, vous savez, pour traduire Freud en anglais, c'est horriblement difficile parce qu'en anglais, on ne parle pas des sentiments. On parle des odeurs, on parle des couleurs, on parle des petites fleurs. Mais on ne parle surtout pas de sexualité, surtout pas de sentiments. Et comment est-ce que vous voulez traduire Verliebtheit, le fait d'être amoureux, avec love, to be in love, to fall in love? On a un mot en tout, alors que pour les Allemands, ils vont construire, ils vont mettre des postpositions, des prépositions. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et cette femme, John Rivière, qui donc était en fait la plus grande traductrice de Freud en anglais, seulement c'est pas elle qui a fait la Standard Edition parce qu'elle était trop âgée, mais toutes ces traductions ont été reprises texto, sans correction, par Strachey, tellement lui était très admiratif d'elle. Et elle a beaucoup travaillé avec un homme qui faisait le dictionnaire de l'anglais. Et elle disait, écoutez, voilà, aidez-moi, trouvez-moi un mot pour essayer de traduire, enfin, Verliebtheit ou d'autres choses. Et il y a toute la correspondance. Ça, si quelqu'un veut faire une thèse sur la correspondance entre John Rivière et
cette personne-là, et d'ailleurs Freud, parce qu'il y a une grande correspondance, contrairement à Strachey, il y a une très belle correspondance qui se disputait en plus, ils étaient qui est pas traduite en d'accord. français. Bonne question. Il y en a sûrement. Du côté de Pontalis, il faudrait chercher certaines lettres, mais de temps en temps une lettre. Sinon, c'est vrai que moi je les ai lus en anglais. Il y a Arthur Hughes qui a rassemblé les textes de John Rivière. Bon, enfin ce soir, c'est pas John Rivière, c'est peut-être le prochain livre, on va voir, on verra ça. Mais pour le moment, on va revenir. Ça fait plaisir d'entendre reparler de ces gens, finalement, qu'on connaît peu, qui sont totalement ignorants, nous arrivés beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que. Puis moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont été analysés par Freud, et c'est quand même pas rien. Je veux dire, on se dit quand même, quand Freud écrit à Abraham pour lui parler de sa patiente Alix, et quand Abraham écrit à Freud en disant, bah, vous savez, votre patiente, lui, il était dans ses petites chaussures, hein, de reprendre une patiente de Freud, 2-3 ans après. Alors il dit, je comprends pas, elle a tout oublié, c'est sans doute parce qu'elle a perdu son père, on va y chercher des trucs. Et en fait, moi, donc tout ça est très, très, très intéressant. C'est vrai que c'est en allemand et en anglais. Pour le moment, ça n'a pas trop... John Rivière a été un peu traduite. Il y a eu son grand article sur la féminité mascarade, a été traduite chez Marie-Christine Hamon, si je me souviens bien, au Seuil. Sinon... parce qu'effectivement, ça touche, vous dites, ça touche. Pour nous ce soir, ça va beaucoup toucher les commencements de la psychanalyse, mais il y a aussi la question des femmes psychanalystes des années 20. Oui, il y a plein de questions autour de ton bon. qui émergent. Je lui prends la parole à la pauvre Françoise. Oh non, ça va être très court et je vais vous la redonner rapidement. Je suis heureuse de présenter ce soir votre livre, car il m'a d'emblée passionnée, enthousiasmée. Et il y a un passeur de livre que Françoise a fait immédiatement à la sortie du livre, écrit sur le site. Premier article. Votre style vivant et votre écriture alerte nous introduisent dans le milieu bouillonnant de Bloomsbury, milieu composé d'intellectuels, de philosophes, de peintres réunis autour de Virginia Woolf. James alors vous dites Strachey, entre autres, entre autres, et parmi eux. C'est là qu'il va rencontrer Alix, cette femme à l'allure garçonne, qu'il épousera en 1923. 20. En 20, ah bon, juste avant d'aller à Vienne chez le professeur Freud, muni d'une lettre de Jones. Ce premier pan de votre livre est captivant. J'invite chacun à découvrir ce qui fut le creuset d'où jaillit la possibilité pour Freud d'installer son œuvre en Angleterre. La Hogarth Press fait son apparition. Le deuxième pan, écrit toujours avec beaucoup d'allant, concerne à la fois le rôle des Strachey et s'articule autour de la question du transfert, mais aussi de la question de la formation des analystes et celle de la transmission. Ceux, au pluriel, que vous appelez très justement passeurs de Freud, n'occupent pas la même place aux yeux de Freud, d'où peut-être un transfert quelque peu différent. Mais vous me direz si je me trompe. L'un, James, est vite repéré par Freud comme le futur traducteur de son œuvre à Londres. La graine est semée, dites-vous très gentiment. James ne sera pas seulement traducteur. Il se forme à la technique psychanalytique et s'établira plus tard à Londres comme analyste avec comme premier analysant Winnicott. Son analyse dure 2 ans à raison de 5 séances d'1 heure par jour. Donc, la deuxième personne, Alix, que vous contribuez à sortir de l'ombre, entamera une analyse avec Freud dans un tout autre contexte. Ses symptômes alarment son mari et Freud accepte de la recevoir, dit-il, de sonder Alix, mais avec toutefois la perspective de l'adresser à quelqu'un d'autre, car il ne souhaite pas traiter conjointement
mari et femme. Pourtant, il la gardera sur son divan, car elle est précieuse concernant la question du continent noir. Alix, elle, si elle collabore à la traduction aux côtés de son mari, n'a pas forcément envie de collaborer avec Freud pour faire avancer les recherches théoriques psychanalytiques. Son analyse avec Freud s'arrête et c'est avec Karl Abraham qu'elle va continuer son travail à Berlin. Ce n'est pas tout juste du tourisme analytique. Un vrai transfert se met en place. Elle peut enfin parler de ce père qu'elle a si peu connu. À Berlin, c'est tous les grands noms de la psychanalyse qu'elle côtoie. Alix. Votre livre nous invite à rencontrer les pionniers de la psychanalyse, pas seulement porteurs de références théoriques, mais avec les liens qu'Alix a pu tisser avec eux. Ça rend les choses très vivantes et très vivantes. Grâce à votre façon de parler d'eux, ils sont présents, comme s'ils vivaient à nos côtés. Vous avez de vrais talents de conteuse, comme vous le savez, tout le monde vous le dira. Cependant, cela n'empêche pas de se poser la question de la formation des analystes, question très présente tout au long de votre livre, je trouve. C'est une question comme ça, est-on plus soucieux de notre jour, par exemple, de veiller à ne pas introduire dans une cure nos propres intérêts théoriques? C'est une question, et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pensé aussi à la différence qu'on peut faire à propos de ces deux analysants de Freud, James et puis Alix, entre une analyse qui serait plus didactique que l'autre. Mais bon, c'est une question, mais c'est vrai que maintenant, on ne se la pose plus beaucoup dans la mesure où le terme didactique est quelque chose en fait, qu'on n'utilise plus vraiment. Oui. Donc voilà, je vous laisse la parole, je termine. Non, ben vraiment, merci beaucoup, Françoise. Déjà, ça a été une vraie joie d'avoir la première critique. Alors que vous savez, quand un livre sort, ben, on attend et on tremble, crainte et tremblement, en se disant, bon, ben, c'est bien gentil, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on fait ça toute la journée, et puis ça passe ou ça passe pas, et il y a eu une spontanéité de dire, mais on en demande, on s'assied dans son fauteuil, on lit, et ça m'a fait un plaisir très très grand, donc je vous en remercie vraiment beaucoup. C'était très spontané. Sauter dans ma cuisine, il y a un bon article. Et puis l'idée de pouvoir en parler avec des analystes ou avec des gens qui sont concernés par la psychanalyse. Peut-être juste avant de reprendre cette question qui m'intéresse beaucoup, que je trouve vous dites très finement entre James et Alix, qu'est-ce qui s'est passé avec Freud, je voudrais, oui, on va commencer par ça. Je vous raconterai après un petit peu comment le livre s'est déroulé, parce que c'est vrai qu'il était fait à Noël 2019, et puis après il y a eu une espèce de grand arrêt, après cette joie que j'ai eue que Barbara Cassin et Alain Badiou disent oui, on prend, alors que je ne suis pas philosophe et que le livre n'était pas spécialement philosophique et que c'était une collection, mais ça leur a plu qu'on prenne Freud comme ça, qu'on l'attrape comme ça. Je crois que le fait qu'ils aient été communistes dans les années 14-15, 1914-1915, les gens de Bloomsbury, c'était Rosa Luxembourg, c'était la Russie, c'était cet enthousiasme-là, ça a plu sûrement à Alain Badiou, mais aussi donc le fait de leur engagement politique, mais aussi, on ne sait pas, c'est arrivé aussi au bon moment. Et puis ensuite, je n'ai plus entendu parler de Barbara Cassin, je ne l'ai plus revue du tout. Et au mois d'août donc 2020, après qu'on ait eu, donc on était tous enfermés à droite et à gauche, tout d'un coup ils disent venez à Paris, on va signer. C'était au milieu du mois d'août, donc vite, j'ai mis mon masque et j'ai été à Paris pour signer. Et je pensais rencontrer Barbara Cassin, et j'ai rencontré Alain Badiou, qui m'a dit, qui avait peut-être pas tout lu tout à fait, mais enfin qui avait regardé, qui a dit écoutez, j'aime, on prend, c'est un roman vrai. Rajoutez-en dans le roman. Alors bon, roman vrai, moi je sais que c'est pas des mots que j'utiliserais, mais c'est du romanesque et du coup,
l'assistante d'édition, bon, finalement je commence par ça, mais enfin voilà, c'est fini. L'assistante d'édition m'a dit, bah, vous nous lâchez, parce qu'en fait, quand vous avez lu le livre, vous voyez que il y a cette rencontre extraordinaire avec Freud. Ensuite, ils reviennent à Londres, 20 ans se passent, la Deuxième Guerre arrive, ils partent, chacun vit sa vie. Et puis ensuite, après la guerre, enfin, Freud arrive à Londres, il meurt, et son fils Ernst décide qu'il faut faire une édition de standard, enfin une édition de référence. Alors c'est à ce moment-là qu'il recontacte James, et puis la Hogarth Press, Leonard Woolf, et Virginia n'est plus là, hein, elle meurt en 1941. Et donc, je me suis dit, bah, je ne vais quand même pas raconter ces 20 ans. Donc j'ai fait un saut, une sorte d'ellipse, et j'ai dit, bah voilà, après la guerre, voilà comment ça se trouve. Et l'éditeur a dit, mais attendez, moi je ne vends pas ça, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, nos gens? Ils sont là, ils étaient amoureux, ils avaient des petites amies, des petits copains, vous nous lâchez. Pas d'ellipse. Ou alors il faut que vous preniez un grand style en disant, voilà, 20 années passèrent, enfin que vous preniez pour je ne sais pas qui. Je me suis dit, bon, comme en plus j'étais enfermée à la campagne avec une grande biographie qui s'appelle Bombay to Bloomsbury de la famille Strachey, et puis une grande biographie de la famille de Noël Olivier, qui donc a été la première amie et amante de James, et la dernière d'ailleurs. Bah, j'ai lu tout ça, parce qu'effectivement, ces 4 filles qui avaient été élevées en Jamaïque de manière qui s'appelait, le titre c'était The Noble Savages, les nobles sauvages. Donc des gamines qui avaient poussé comme ça et qui sont arrivées ensuite à Londres et qui ont rencontré Alix, James, et ça a fait tout mon petit bouillon de culture. Donc j'ai lu tout ça et évidemment j'en ai appris de belles et je me suis dit, bah, on va faire rentrer tout ça. C'était un peu périlleux, je dois dire, j'ai eu du mal. Mais finalement, bah, l'éditrice a dit, mais oui, très bien. Et au début, ça s'appelait Correspondance à Bloomsbury. J'avais pris Correspondance à Bloomsbury, comme on dirait Correspondance à Châtelet aussi, Correspondance à Freud, parce qu'il y avait ces lettres, ces 300 lettres, qui finalement étaient uniquement de l'année 24-25. Donc après, j'ai dit, oh, je vais un peu aller voir avant, puis après, je vais un peu aller voir après. Et finalement, ça a été toute leur vie. Et cette extraordinaire histoire de cette franc-maçonnerie des apôtres, parce que moi j'ai découvert aussi tout ça et c'était quand même très particulier. Et c'est ça que Freud aimait, c'est ça qu'il aimait, c'était ce côté littéraire, cultivé. Il ne connaissait pas forcément cette école-là, mais il voyait bien que c'était des gens, les gens qui allaient sur son divan, le botaniste Tansley, tous ces gens, ils disaient mais ils sont merveilleux, c'est des savants formidables, il faut qu'ils deviennent psychanalystes. Et alors il se trompait, il écrivait à Jones en disant allez, dites-leur de laisser tomber la botanique au profit de la... Mais en fait, Jones, il ne s'aimait pas du tout, ceux de Bloomsbury et Jones. Donc Jones disait comment? Alors c'est encore eux qui gagnent, c'est encore eux qui ont tout et puis moi rien, alors que je me crève la peau, ce qui était vrai, quand même il s'est donné beaucoup de mal. Voilà, donc pour revenir à cette question, puis vous poserez d'autres questions bien sûr sur cette histoire. Moi ce que je trouve très intéressant quand même, c'est Freud, hein, quand même, dans l'histoire, même si j'ai beaucoup, c'est-à-dire comment la psychanalyse est passée, quelles ont été les conditions de possibilité pour que ça ne meure pas. Parce que très franchement, en 1917, 18, 19, à Vienne, quand tout le monde crevait de faim, qu'ils avaient perdu la guerre, on donnait pas cher de la peau de la psychanalyse. Parce que les Viennois détestaient ça, les Allemands détestaient ça, ils ne le brûlaient pas encore, ils ont brûlé les livres en 1933, mais bon, déjà, il était absolument rejeté. Et donc, il a senti qu'il fallait passer en Angleterre. Et comme il n'aimait pas les Américains, qu'il n'aimait pas l'Amérique, il avait son neveu, Bernays, Bernays, comment on prononce ça, qui avait très envie, qui lui faisait des ponts d'or. C'est lui c'est l'inventeur du marketing, hein, vous le connaissez, oui, ce Bernays. C'était son propre neveu, le fils de sa sœur. Et donc il lui disait, bah, tu me donnes le nom de Freud, moi je te fais une fortune. Ou je vous fais, sans doute, il le vous voyez quand même. Et Freud disait non. Pour traduire mon œuvre, il faut être psychanalyste. Donc il écrivait ça à Bernays. Et puis, les 5 000 $ que tu m'envoies, écoute, je les prends parce que j'en ai bien besoin. Mais dire qu'on va continuer dans le marketing, c'est niet.
c'est non. Donc il a été fort, hein, il a lutté contre ça. Donc il fallait du britannique. Lui, pourquoi il adorait l'Angleterre? Vous l'avez vu, parce que sa famille, ses demi-frères et son grand copain, son pratiquement frère, Johan, devenu John, était celui de la Traumdeutung, hein, de tous ses rêves d'enfant avec son rival. C'était son demi-frère qui avait donc 1 an et demi de plus que lui, mais donc il était l'oncle. Oui, c'était son neveu. C'était son neveu. Et donc, il avait envie de les rejoindre, il avait envie de devenir anglais. Et à l'adolescence, quand son père lui a dit, bah, écoute, tu travailles bien à l'école, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Son père lui a dit, je te paye un voyage en Angleterre. Donc, joie du jeune Zygmunt, qui finalement n'a pas pu partir cette année-là parce que il n'y avait pas assez d'argent pour le trajet, tout simplement, dans la famille. Donc pendant 1 an, il a appris Hamlet par cœur, il a appris Milton par cœur, il a écrit à ses copains en anglais, etc. Et puis, il est arrivé, donc c'était 1907, il est arrivé à Londres, à Manchester. Vous avez cet accent du Nord, la pointue, très, très extraordinaire. Et au bout de 7 semaines, il était bilingue. C'était un bon linguiste, Freud. Hein. Déjà, il récitait 1000 vers de latin ou de grec pour lundi par cœur. Donc, il a appris l'anglais comme ça. Et donc, il aimait tout de l'Angleterre. Et alors, il s'est mis à adorer Shakespeare. Bon, là, évidemment, j'ai passé 5 ans là-dessus, puisque c'était ma thèse de psycho, hein, sur les revenants de la mémoire. Je cherche voilà. Serge, qui avait eu justement la grande, voilà, que je remercie beaucoup d'avoir présenté ce livre-là quand j'avais publié Les Revenants de la mémoire, donc Shakespeare dans l'œuvre de Freud. Et alors, en lisant au fond tout Freud pour y chercher Shakespeare, à chaque fois, je revenais sur cet amour de l'anglais, de l'Angleterre, et y compris Freud éditeur, qui a voulu éditer en anglais. Et donc là, de nouveau, ça c'était 5 ans après, hein, j'ai pas tout fait à la fois, j'ai travaillé sur les almanachs de la psychanalyse, donc 13 ans de livres d'almanachs de la psychanalyse, qui était donc un almanach d'éditeur interne à la maison d'édition de Freud, au Verlag, son Verlag, entre 25, donc les années folles, c'est là que ça touchait aussi à l'Angleterre, et 38, c'est-à-dire Anschluss. Il y a encore un numéro 38. J'avais tellement de livres que je les ai enlevés, je voulais vous montrer des almanachs, bon c'est austère, mais sont publiés dans les almanachs des caricatures du congrès de Salzbourg de 1924, sur lequel je reviens là, et c'est comme ça que s'est fait le lien, c'est-à-dire que j'ai vu les caricatures. Je peux vous les montrer là. Ça avait l'air de rien, mais c'était quand même. Ce qui m'a frappé, c'est que tout d'un coup, il y avait des femmes, parmi les psychanalystes femmes, il y avait. Voilà, ça c'est juste les Anglaises. Donc c'était juste pour faire joli dans l'almanach, il y avait une série. Alors il y avait au début Abraham, Jones, Ferenczi, évidemment que des hommes, dans la première série. Et puis après, il y a une deuxième série où tout d'un coup, il y avait John Rivière, il y avait des Anglaises, il y avait des Allemandes, il y avait pas encore de Françaises, mais enfin, ça allait venir. Et c'est là que j'ai découvert j'ai voulu toutes les voir, il y en avait 60 à peu près. Et là, j'ai découvert, alors celle-là, je les ai aussi quelque part, je pense, un drôle de type, qui, il n'y avait pas les noms au départ. Il y avait ce drôle de type-là. Bon, et puis, il y avait James. Mais au-dessous du drôle de type, il y avait marqué Mrs. James Stretchy. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est une femme. Et c'est Alix, et c'est son épouse. Et c'est qui? Kezako, parce que là aussi, hein, ça c'est des vraies photos posées. Alors je vais vous les faire passer, hein, mais posées façon un petit peu année justement, année folle, et donc posées comme ça, c'est-à-dire comme ce qu'on voit chez Madret
de la garçonne parisienne ou londonienne. Et donc, elle était dans cette idée-là. Je suis passée 1925. Et je suis passée justement ce matin au Luxembourg, où il y a cette expo que je peux vous faire, sur les pionnières. Et ben voilà, c'est les mêmes en couleur, c'est-à-dire c'est celles qui sont à Paris. Et elle, Alix, était à Londres, mais son milieu, c'est-à-dire aussi Virginia Woolf, vit à Sackville-West, qui faisait des grandes fêtes avec justement une certaine Nancy Morris, qui a été l'amante d'Alix pendant 2 ans. Et assez rigolote d'ailleurs, qui était peintre, qui était partie à Paris justement à 25 ans, toute seule, ce qui ne se faisait pas trop, hein, parce qu'on on était au 19e siècle. Elle est venue dans un atelier de peintre à Paris, elle a rencontré un charmant musicien de 7 ans son cadet, donc un tout petit jeune de 18 ans qui était musicien, et donc qui est devenu son amant. Ils se sont baladés quelques années en Europe. Puis j'imagine qu'elle a été enceinte. Bon, ils sont rentrés, ils se sont mariés. Dès le mariage, il a pris le nom de sa belle famille, riche, parce que lui il s'appelait Smith. Bon, donc ça lui plaisait moins que de s'appeler Sergeant Florence. Donc il s'est fait appeler Florence. Il est parti en Amérique. Et c'est là qu'Alix est né. Son frère, Philippe d'abord, et puis elle. Et elle est née, bon, le couple battait de l'aile, elle est née donc américaine, et lui a eu la mauvaise idée de se noyer 3 semaines après la naissance. Bon, suicide, accident, on n'a jamais bien su. Et la mère, qui était une femme forte, est repartie en Angleterre, elle détestait l'Amérique, elle a pris ses 2 gamins, et elle a décidé qu'elle serait peintre, et que sa fille serait peintre. Et voilà, là tous les problèmes ont commencé, parce qu'évidemment elle a absolument refusé, là je raconte toute sa vie, mais c'est quand même pour Freud, hein, il faut penser que c'est cette jeune femme-là qui va arriver chez Freud. Elle a absolument refusé, c'était la pleine période victorienne, hein, donc des corsets, les femmes faisaient une dizaine d'enfants. Alors on est dans des milieux huppés, hein, des milieux riches. Donc on faisait une dizaine d'enfants, il y avait toute une batterie de domestiques et de nurses qui s'occupaient de tout ça. Le père était aux colonies, que ce soit en Jamaïque, à Ceylan, en Inde, et il faisait fortune, il revenait de temps en temps, et puis les enfants se succédaient. James Strachey, il est numéro 13 de sa fratrie quand même. Hein. Donc Alix, il n'y en a eu que 2, puisque donc le père est mort. En plus c'était un Indien américain, donc il n'était pas dans le côté britannique. Et donc, la petite fille a absolument détesté de se retrouver en Angleterre, fille, c'est une catastrophe d'être une fille, donc attendant un mari hypothétique qui avait par ailleurs des armées de prostituées, il ramenait la syphilis, enfin c'était pas marrant. Hein, Alors, elle a tout de suite décidé qu'elle avait un frère qui était super, qui avait 2 ans de plus qu'elle, et que donc elle ferait pareil, et qu'il n'y avait pas de raison, et que donc elle a tout fait comme son frère. Elle s'est tout de suite habillée, elle a refusé l'école des Fichet, elle a refusé, et elle a grandi, et puis sa mère lui a dit, tu feras du violoncelle, tu feras de la peinture, et elle a dit non. Et donc, quand il est parti à l'école, dans ces public schools où on était pensionnaire, elle a dit, bah, moi aussi je veux y aller. Donc c'est là que sa mère lui a dit, ah bon, tu prends, mais comme elle était assez insupportable, elle l'a laissé aller à la Bedale School, qui était une école de filles, pas très forte, mais enfin une école de filles, même une école mixte, parce que c'était une école, c'est là que ça se corse, qui avait été fondée par le père de Noël Olivier, ceux qui ont lu connaissent, donc, et qui disait, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas mixte. Donc les garçons qui n'étaient pas pris à Eton ou Harrow parce qu'ils n'étaient pas très bons, ou pas assez sportifs, on les mettait dans cette école-là avec les filles. Donc c'était forcément moins bien, mais bon, quand même, c'était une école mixte. Elle rentre dans l'équipe le 11 de cricket de l'école, parce qu'elle était plus grande que la plupart des garçons, et elle se plaît comme garçon. Arrivée à la fin de la scolarité, sa mère lui dit, tout cela est très bien ma fille, mais maintenant tu vas aller dans une école de peinture, puisque tu es très bonne au dessin. Ce qui était vrai, elle était douée pour le dessin et la musique. Et donc, elle la force, elle déménage à Londres pour aller à côté, vraiment dans Shane Row, à côté de cette école, l'école de Vanessa Bell, la sœur de Virginia Woolf, hein, de Virginia Stevens. Donc Vanessa Stevens a été dans cette école, c'est la meilleure école de peinture de Londres. Donc,
elle tombe malade. Alix en fait absolument détester cette année-là. Bon, je ne vais pas tout vous raconter. Elle est anorexique et donc elle se dispute horriblement avec sa mère. D'ailleurs, ça ne s'est jamais arrangé, même si la mère était centenaire et qu'elle a vécu 80 ans. Elles se sont toujours disputées. Et puis, elle a dit, moi, ce que je veux, c'est être comme un garçon, c'est-à-dire travailler, faire marcher mon cerveau et pas seulement mon ventre. Donc, je ne veux pas être un ventre, je veux avoir un cerveau. Bon, la mère finit par céder et donc, elle va à Newnham College, qui était un petit collège on commençait à concéder aux filles. Il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas grand-chose, mais enfin, quand même, on était à Cambridge et on pouvait aller assister aux cours un peu avec les garçons. Donc, et c'est là qu'ensuite elle a rencontré James, qui avait donc comme talent d'être un garçon, d'être plutôt homosexuel, en tout cas très féminin, pas efféminé, mais de mesurer 2 mètres, ce qui l'arrangeait, parce qu'elle avait déjà 1m80 pour danser, c'est pratique quand même. Elle disait toujours, j'ai rencontré un tel, il danse bien, mais c'est un nain. C'est un nain. Ils étaient tous des nains. Tandis que James est grand, il était très timide, il n'allait pas très bien, il n'était pas du tout macho, et ça l'arrangeait très bien. Et donc, ça a été le ciment un petit peu de leur histoire. Donc, elle fait tout un trafic, il n'avait pas très envie de se marier. Elle l'aimait beaucoup, il l'aimait bien, mais bon, je vous raconte pas tout pour que vous lisiez le livre, il préférait quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, mais quand même, elle lui dit, écoute, la guerre est finie, t'as pas de travail, parce que bon, il y avait tout ce contexte-là. On va à Vienne, on va se faire analyser par Freud, et puis t'as qu'à devenir psychanalyste, il s'adonne tous les deux la psychologie. Alors il a dit pourquoi faire, puis elle a dit, tu sais, finalement, si on se mariait, ce serait plus facile pour toutes les chambres d'hôtel, les visas, les trucs, parce que moi, comme femme seule, franchement, ça va nous coûter un pont. Alors, il a dit oui. Hop, 3 semaines après, ils étaient mariés, assez chastement, il faut reconnaître, parce qu'ils étaient quand même tous les deux, on va dire tous les deux bisexuels, quoi, mais ils s'entendaient très bien. Et donc, ils sont arrivés à Vienne, et évidemment, Freud, ça l'a intéressé. C'est aussi le couple. Et puis alors, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il faisait avec Alix, qu'est-ce qu'il faisait avec James, c'est évident, et ça c'est le cœur de mon livre, c'est évident que James a eu un transfert massif sur Freud et que Freud lui a rendu de manière tout aussi massive. Et c'est ça qui a été un moteur, un espèce de ressort absolument extraordinaire. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu la Standard Edition. Sinon, c'est pas ça, quoi. Il y a quelque chose qui est né. Avec Alix, c'était différent, parce qu'Alix était une rebelle, comme vous avez pu déjà comprendre, et donc elle trouvait que ce papa qui lui disait toujours oui, mais alors le père, etc. Moi, je n'ai pas eu de père, donc. Et puis alors, je crois que d'un point de vue alors plus sérieux, au début, Freud, il prenait son cabinet un peu comme un laboratoire. Il cherchait. Très honnêtement, alors il faisait attention, il ne faisait pas n'importe quoi, mais il posait des questions. Par exemple, 1921, pendant l'année où Alix était sur son divan, avant qu'elle ait cette pneumonie, elle a été que 5 mois sur son divan, parce ensuite elle a eu une pneumonie, elle était très malade. Donc pendant ce temps-là, lui était en train d'écrire sur ça y est, le mot me manque, la transmission de pensée et sur la télépathie et sur ce qui se passe pendant l'analyse de bizarre, parfois entre le divan et le fauteuil, où on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup la personne dit un truc alors qu'on vient d'y penser. Et ça l'intriguait énormément parce qu'il se demandait si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Alors, avec Ferenczi, il faisait des expériences de télépathie, etc. Et là, il se disait, j'en ai 2 sur mon divan, ce serait quand même intéressant pour savoir si leurs rêves, étant donné qu'ils vivent ensemble, qui parlent, qui sont dans cette ouverture du psychisme, est-ce qu'il n'y a pas des rêves qui communiquent, ou est-ce qu'ils rêvent l'un de l'autre, etc. Et là, évidemment, eux, parce qu'il faut voir, c'était vraiment des Anglais excentriques, jamais un mot plus haut que l'autre, on parle jamais de soi, on dit jamais, on parle en Angleterre, on parle pas, on se dévoile pas comme ça, et tout d'un coup, il fallait dire ce qui lui passait par la tête. Et donc,
James, ça l'a paralysé dans ses comédies. Il restait des heures entières en silence, Freud l'écoutait, et puis après, il est rentré dans le processus. Je pense qu'il a fait une très très belle analyse. Et Alix, elle se rebellait plutôt en disant pourquoi vous me demandez ça? Ou alors il lui parlait de la reine Elisabeth, parce qu'il était en train d'écrire aussi sur la reine Elisabeth. Est-ce que chez Shakespeare, est-ce que Macbeth, Lady Macbeth, est-ce que c'était pas la reine Elisabeth, etc. Alors l'autre disait attendez, moi je suis malade, parce qu'en fait c'est ça, elle est plutôt allée voir un médecin, c'est-à-dire qu'elle a eu des crises d'agoraphobie quand elle était à Vienne, jeune femme, connaissant personne, avec le mari qui bat dessus tête avec son transfert tous les jours sur le divan, elle s'embêtait, Vienne était une ville triste, etc. Bon, elle a déprimé un peu, et puis surtout, ils allaient à l'opéra quasiment tous les jours à Vienne, n'est-ce pas? James s'était arrangé pour que les séances ne soient jamais aux horaires d'opéra. Et donc ils allaient écouter Wagner, c'était un très grand musicien, un musicologue, James. Donc il était ravi de ça, mais donc elle n'a pas supporté à un moment, c'est Wagner d'ailleurs qui lui a fait ça, ça sera étudié. Elle a eu des crises d'agoraphobie, de spasmophilie, enfin donc, et Freud il a dû se dire mais il va repartir avec sa femme en Angleterre pour la soigner, il faut que je la soigne. Donc il a dit ben, je vais la zondieren, je vais la prendre, au bout de 15 jours elle allait très bien, parce que bon, voilà, elle était assez hystérique quand même, Alix, alors donc il savait faire avec les femmes hystériques. Donc il l'a tout à fait guérie. Après, à qui il l'a donné? Parce qu'elle ne parlait pas allemand à ce moment-là. Donc il y avait bien Hélène Deutsch, il y avait bien des gens, ils ne parlaient pas anglais suffisamment. Là, il les analysait en anglais, hein, mine de rien. Avec l'accent de Cambridge, avec le Stefan-Pellet. Non, sans again, c'est what people said. Et lui, il avait appris dans l'anglais du Nord. Et alors, il écrit, hein, j'en parle parce que c'est rigolo, il écrit à Jones, quand ils arrivent, ils sont moonfoul, ils sont paresseux de la bouche, quoi. Il faudrait qu'ils articulent, ils sont sur le divan, et encore, ils n'avaient pas de masque, hein, parce que, qu'est-ce qu'il aurait dit? Et donc, tout ça est assez amusant, mais en même temps, ça l'intéressait. Et puis, effectivement, on ne comprend pas tout quand on écoute, bon ben voilà, alors il posait des questions. Et lui a vraiment fait une analyse. Elle, on n'en sait rien, parce qu'on ne sait jamais. Qui peut dire, à part pour soi-même, il n'y a que pour soi, on peut dire oui, j'ai fait une analyse. Sinon, on n'en sait rien. Donc là, évidemment, après, elle a dit à Abraham, oui, il était nul, bon, transfert négatif, hein, Lacan dirait, merveille, merveille, transfert négatif. C'est-à-dire que, mais ce qu'il y a d'évident, c'est que, alors ça, moi, ça m'intéresse aussi de vous poser la question, elle avait une attitude qui était aussi celle d'Abraham, c'est qu'il pensait quand même que l'analyse allait enlever tous les symptômes, les uns après les autres, jusqu'au dernier. Et donc, quand Abraham lui dit, mais vous comptez rester longtemps à Berlin, parce que bon, elle était à Berlin, tout ça, alors elle dit, indéfiniment, jusqu'à ce que je sois utilisable à tous les niveaux. C'est-à-dire terminer si elle était frigide, terminer si elle avait des palpitations, terminer si elle avait ça. Et alors, je vois qu'Abraham, bon, ben, on continuait vaillamment, elle avait un très beau transfert, mais cette idée, Freud, quand il lui envoie Alice, il lui dit, il y a une lettre que je retransmets, c'est assez intéressant parce qu'il lui dit, c'est très intéressant, il lui dit, moi, les analyses de caractère, je ne suis pas très bon, je ne sais pas très bien, je n'ai pas encore la méthode. Et analyse de caractère, je pense que c'est ça, c'est qu'elle disait, j'ai mauvais caractère, je suis insupportable, je pique des colères épouvantables, arrangez-moi tout ça. On réinitialise, si vous voulez, on remet, on change le logiciel, et puis une fois que je serai bien, bon. Et ben, ça ne marchait pas. Mais en fait, comme Abraham est mort, en fait, elle est restée toute sa vie en analyse, Alice, parce que je pense qu'elle a toujours eu cette idée, et je pense que c'était une idée effectivement très très fausse, et que Freud, autant il savait la guérir si elle était malade ou si elle voulait vraiment faire une analyse, autant cette idée de dire je veux qu'on fasse une révision générale, on a des patients comme ça, hein, qui disent allez, j'en ai marre d'être comme je suis, je vais être autrement. Bon, c'est pas si simple. Donc là, elle a peut-être pas fait vraiment une analyse. Et ensuite, quand il les a envoyés au bout de 2 ans, quand il les a renvoyés avec sa bénédiction à Londres en disant c'est bon,
vous connaissez mon œuvre par cœur, ce qui était vrai, enfin très très bien. Vous avez fait une analyse. Il écrit souvent à Jones, je fais de bons progrès avec Madame Strachey, avec Mrs. Strachey, je fais des progrès. Alors que lui c'était costaud, hein, parce qu'il disait toujours, il refusait le principe de réalité. Il disait, mais finalement, puisque le principe de plaisir c'est beaucoup mieux, je ne vois pas pourquoi j'irais m'embêter avec le principe de réalité. Donc Freud revenait un petit peu toujours avec ça. Et donc, c'était des sceptiques, quoi, qui mettaient tout en cause, qui toujours doutaient. Mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Et je pense à une réponse, c'est Joan Rivière qui fait la réponse, parce que c'est elle qui a fait la nécrologie de Freud en 1939 à Londres, puisqu'il est mort à Londres. Et elle a écrit un très très beau texte, et elle explique, ce qui s'est passé elle parle de son analyse, en fait, et elle a cette phrase que je trouve extraordinaire. Elle me dit, un jour, il faisait une interprétation, et comme je n'étais pas d'accord, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec son interprétation, et il m'a dit, mais c'est inconscient. Et elle dit, tout d'un coup, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire inconscient, c'est-à-dire qu'on soit déterminé par des choses dont on n'est pas à la moindre, et on n'est pas d'accord, et qu'on dit, mais non, mais pas question, moi, mon père, ma mère, mais pas question. Eh bien, si, c'est inconscient. Mais ça, c'était au bout de 3 ans d'analyse. Donc, mais tout d'un coup, elle a eu un espèce de chemin de Damas où elle s'est dit, bon, si c'est inconscient, ok, il a raison. Et puis elle a écrit Féminité mascarade, hein, qui n'est pas rien non plus. Donc, je la relaisse. Où est-ce qu'on en était? Donc, James est vraiment devenu un psychanalyste. Moi, je pense qu'il a été vraiment très bien formé par Freud à Vienne. Alix, moins, et puis elle avait moins envie d'être analyste. Elle a commencé à avoir des patients en 29. Là c'est pareil. Hein. C'est pas de ma place que je vais juger comment ils étaient. James, il a écrit. Il a quand même fait de Winnicott un analyste, ce qui n'est pas rien, en 10 ans. Hein, 10 ans d'analyse. Et sûrement, il était plus passionné par la théorie. Alix, elle était moins passionnée. Par contre, elle était passionnée par la traduction. C'est ça, en fait, qui en a fait un passeur. Hein, donc, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'ils aient mis en acte, chacun en fonction de qui ils étaient, de leur charisme particulier, qui n'était pas si grand que ça. Hein, parce que autant, dans la famille, il y en avait 5 ou 6 ou 7 ou 8 qui avaient été doués dans la famille Strachey. Autant après, le père avait 70 ans, la mère en avait 45 passés, le petit James, franchement, quand on lit, moi j'ai bien regardé la biographie, quand il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans nos milieux, on dirait, il préoccupe un peu. Il bégayait, il faisait pipi au lit, il ne savait pas ce qu'il voulait faire, il disait rien, il était complètement muet, et il était en adoration devant son frère Lytton, qui était quand même fin fou. Je veux dire, Lytton, il était complètement déjanté, et en plus il avait des maladies, on n'a pas bien su ce que c'était, enfin il a été malade depuis sa petite enfance, et donc il était extrêmement créatif, il est devenu un historien de taille, hein, mais enfin Lytton, il faisait lui à peu près 2,5 m, il avait une déformation de la colonne vertébrale due à ça, qui faisait qu'il était tout dégingandé, tout. Et donc, c'est lui qui a élevé James, pratiquement. Donc, bon, c'était quand même compliqué. La maman était très bien, le papa était tout à fait sourd, et puis, il faut dire que c'est ça, quoi. À la naissance de James, le père avait 70 ans, la mère 47. Et ça faisait 30 ans qu'elle avait des enfants. Et donc, elle a dit à Lytton, écoute, tu t'en occupes. Avec quand même 5 ou 6 domestiques, hein. On ne s'inquiète pas trop, il y avait... Oui, non. Mais donc, ce n'était pas les choses... Mais pour ce qui était de la culture, de leur apprendre à parler, etc., eh bien, il a fait une grosse dépression, James, quand il avait, en sortant de Cambridge, parce qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie. Alix a fait une grosse dépression en sortant de Cambridge parce qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie. Et ils se sont rencontrés. Donc ça, c'était un coup de chance aussi. Hein. Mais ils ont payé le prix, je pense. Voilà. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire de mon livre, à un moment, Alix m'a quand même beaucoup intéressée. L'histoire de cette femme. Et l'histoire des femmes psychanalystes. Donc je me suis dit, parce qu'elle, franchement, comme femme psychanalyste, elle a écrit un livre extrêmement naïf en 1953 sur la psychanalyse et la paix, sur les motifs inconscients de la guerre.
le titre est très beau, l'idée était très belle. Mais bon, elle, sa conclusion, c'est qu'il fallait psychanalyser tout le monde, tous ceux qui étaient un peu méchants, qui avaient du pouvoir, qui étaient parano, qui étaient... Donc c'était, bon, franchement, c'était très naïf. Elle était, bon, peu importe. Donc là, de ce côté-là, moi, j'ai plutôt laissé. Elle n'avait pas fait d'études, je veux dire, elle avait pratiquement pas été à l'école, Alix, il faut voir. C'est pas parce qu'elle avait été à Bidez faire du foot et qu'ensuite... Alors, à Cambridge, on leur apprenait des manières de penser qui étaient très rigides. Un peu, nous, on a 3 parties, 3 sous-parties. Ben, eux, ils avaient pour, contre. Et alors, elle adorait discuter. Elle était très bonne dans ce qu'ils appellent les debating societies, un debate. Donc, on débat sur n'importe quoi, mais on essaie d'être le plus persuasif possible pour et contre. Et donc, on est très fort. Donc là, elle était très forte. Ça lui a servi pour Mélanie Klein. Après, parce qu'elle a appris à Mélanie Klein à faire ça. Donc, elle n'a rien fait d'intéressant. Lui, au contraire, a travaillé. Puis j'ai perdu mon idée. J'ai perdu mon idée. Il y avait la peinture aussi. Pardon ? Il y avait la peinture aussi pour Alix, non ? Bah, il y avait la peinture, sauf que sa mère était peintre. Sa mère était féministe. Donc elle ne voulait pas être peintre, donc elle ne voulait rien de sa mère. Donc elle voulait pas, elle disait je ne sais pas pourquoi je serais féministe, je suis comme un garçon, puis c'est tout, vous me cassez les pieds. Il suffit de se couper les pieds. On se calme, on se détend. C'est ça qu'on se descend, et on se coupe les cheveux. Voilà, exactement. Et voilà, ça lui cassait les pieds. Donc ensuite, non, la peinture, non. Ce qui l'intéressait, c'était les langues. Le français, et puis ensuite l'allemand, évidemment. C'est grâce à ça qu'elle a permis à Mélanie Klein de venir en Angleterre. Oui. Hein, elle a réussi ça, c'est d'amener Mélanie Klein en Angleterre. Oui, alors. La former à ça. Alors, quand même, il faut pas, c'est pas non plus elle qui a pris. Mélanie Klein était sur le divan d'Abraham en même temps qu'elle, et Berlin et Vienne ne voulaient plus de Mélanie Klein. Ils la détestaient, ils ne voulaient pas parce que c'était trop contre Anna Freud et contre Freud. On était là en 24, 24-25, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que 24-25, Freud était malade déjà, il savait qu'il avait un cancer. Il avait écrit la Selbstdarstellung, l'autoprésentation, il disait « Mon œuvre est terminée. Ça va, maintenant on ne va pas tout me chambouler mon Édipe, que j'ai eu tant de mal à construire, en disant oui, mais à 2 ans, ben oui, à 2 ans, effectivement, il y a des choses, mais c'était plus le moment. Et puis, c'était sa fille Anna qui développait, et donc il ne pouvait pas non plus être contre sa fille Anna. Donc, il ne voulait plus Mélanie Klein. Mélanie Klein, ça leur brûlait les doigts. Donc, il s'est dit, en fait, Abraham s'est dit, bah, si elle allait en Angleterre, au fond, on pourrait peut-être s'en défaire aussi. Enfin, il y avait un peu cette idée-là que finalement. Et comme elle s'entendait bien avec Alix et que Alix la défendait, et lui, personnellement, Abraham, il trouvait ça très intéressant, la psychanalyse d'enfant. Il la soutenait. Il sentait qu'il était tout seul, que les Viennois et les Berlinois étaient vent debout, et qu'il y avait des scissions. Enfin, et puis, elle n'était pas très agréable, Mélanie Klein, comme personne. Elle était assez désagréable même. Donc, elle balançait ces choses, elle était assez brouillonne. Alix l'explique assez, c'est d'ailleurs assez intéressant. Mais Alix sent qu'elle a des bonnes idées. Et puis, toute cette idée d'avoir un enfant qui soit... Toute l'idée du sadisme de l'enfant aussi, ça lui plaisait à Alix aussi, parce que justement de dire, bah oui, on m'a bien raconté qu'il fallait que je sois une petite fille sage, etc. Moi je savais bien que j'avais envie de les tuer, juste de les tuer tous. Donc elle dit au fond, il y a quelque chose de vrai qu'elle a vécu, c'est-à-dire que l'adulte qui veut prendre une mainmise sur l'enfant, c'est pervers, c'est pas ça. Et Mélanie Klein mettait le doigt là-dessus et elle disait, c'est très tôt qu'on peut faire des psychanalyses d'enfants. Donc elle l'a défendu. Et du coup, Abraham, tout de même, lui a dit, bah, écoutez, si on organisait, puisque vous parlez anglais et qu'il y a votre mari qui est à Londres, et puis il y avait toutes ces, j'en parle pas mal aussi, toutes Ella Sharp, Susan Isaacs, toutes ces anglaises qui étaient éducatrices d'avant-garde, mais qui
qui se cassait les dents hein, là-dessus, parce que c'était bien gentil de laisser un peu à la Illich, hein, après, laisser les enfants tout faire, les se taper dessus, c'était un bazar pas possible, donc ils avaient besoin d'aide aussi. Donc il y avait un moment aussi extraordinaire, au moment où ils ont dit, est-ce que vous voulez que quelqu'un vienne vous parler de la psychanalyse d'enfants? Oh oui, s'il vous plaît, parce qu'on en a vraiment besoin. Et donc, elle est venue grâce à Alix. Alors là où, effectivement, Alix a été forte, c'est qu'elle a été son agent, un peu, puisqu'elle a dit, bon, elle ne parle pas, ils vont la détester, parce que les Anglais étaient quand même assez pincés aussi, s'ils l'avaient vu arriver comme ça, pas dégrossi, donc elle a dit, et il y a cette phrase, hein, quand même, où James voit les textes et lui dit, You must jolly well write for her. Il faut que tu rédiges ces trucs parce qu'elle, on n'y comprend rien. Mais toi, d'ailleurs d'avoir compris, bah, tu vas faire, allez, la petite enfance, les 2-6 ans, les 7-9 ans, la prépuberté, la puberté, et puis on dit petit, tu nous rédiges tout ça. Et donc après, voilà, ça s'est bien passé. Bon, ça, c'est le côté Mélanie Klein. Évidemment, ces lettres sont drôles parce que elles sortent danser, elles sortent dans les cabarets. Mélanie Klein qui était en train de divorcer, qui essayait de retrouver quelqu'un. Alors elle avait vraiment des envies très simples. Alors elle avait des décolletés plongeants et puis on partait dans les dancing et tout. Alors qu'elle, elle dansait. Mais elle disait, oh là là, ces Allemands, ils sont lourds, hein. Pas question, hein. À partir du moment où il commence à y avoir des idées sexuelles derrière, on n'a plus les ailes aux pieds. Quand on danse, on danse. Si j'ai envie de copuler, autant pas danser. Écrivait-elle à son mari, mais bon, tout va bien. Et donc, il y a cet épisode. Donc, évidemment, tout ça, pour moi, ça a pris petit à petit. Évidemment, j'étais partie de quelque chose de très sérieux sur la traduction d'anglais en allemand, comment ça s'était passé, et surtout comment ça avait été possible. Ben, ça avait été possible à cause un peu de toute cette folie-là aussi, de toute ce... Alors, bon, je ne sais pas si... Et l'Institut vous disiez que vous parliez de l'Institut de Berlin. L'Institut de Berlin, oui, ça m'intéresse bien. L'Institut de Berlin. L'histoire de... Oui, ça m'intéresserait bien. J'aimerais bien, si c'est possible, hein, lire un paragraphe, mon paragraphe sur l'Institut de Berlin, et voir comment, parce que après, là je dis ce que j'en pense moi, hein, mais j'aimerais bien justement avoir d'autres échos, parce que j'ai jamais eu d'échos de la part d'analystes notamment, sur comment juger, parce que vous parliez des balbutiements de la psychanalyse, en fait, autour du congrès, des congrès de 1920, 22, 24 à Salzbourg, il y a quelque chose qui s'est cristallisé aussi, et autour de Berlin, parce que c'était les Berlinois qui étaient les plus sérieux, les Prussiens, et ils disaient, attendez, quelqu'un qui au bout de 2 ans dit oui, vous pouvez psychanalyser, je vais vous envoyer des patients, ça va pas, il faut des formations. Et si on n'est pas médecin, parce qu'ils n'étaient pas forcément pour dire qu'il fallait être médecin, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on était médecin qu'on était psychanalyste compétent, il fallait un cursus. Et donc, ils ont établi un cursus, et ça a énormément plu. Souvent, les cursus, ça plaît. Donc, ils avaient fait une maquette d'enfer, et à Londres, tout de suite, ils ont dit, on fait pareil. Et Hélène Deutsch, à Vienne, a dit à Freud, qui n'était pas plus chaud que ça, en 24, on va faire un institut comme à Berlin. Et elle l'a fait entre 24 et 35 quand même, pendant 10 ans. Freud n'était pas chaud, hein. Il n'était pas chaud pour ça. Mais c'était 24, lui il était en train de se retirer un petit peu, de se ranger des voitures. Pardon pour cette expression. Et donc, elle a pris un peu le pouvoir, et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que moi je me suis désintéressée d'Hélène Deutsch aussi à ce moment-là. Parce qu'elle a eu aussi un début de parcours très flamboyant, très, très courageux, formidable et tout. Je me disais quand même, elle s'est dit, bah, il faut pousser les autres. Je vais épouser le mari qui me convient, le malheureux Félix, Deutsch. Elle a avancé, elle a tracé son chemin, et puis après, alors je lui lance une vacherie dans mon livre que j'adore, parce qu'il disait, Hélène Deutsch parle 5 langues couramment,
tout en polonais. C'était très bon. Ça, j'adore. Parce que c'est un peu ça. Alors, elle était polonaise, après elle écoute ceci, après elle part en Amérique. Elle quitte, c'est elle qui a cette merveilleuse formule de dire j'ai quitté le cercle magique de Freud. En fait, elle étouffait aussi à un moment. Il faut reconnaître que c'était étouffant aussi. Freud était là, tout le monde était là autour, tout dépendait de lui, quoi. Donc, elle part. Il n'était pas content qu'elle parte. Elle part en Amérique et après, elle dévie un peu en disant écoutez, là, on est en Amérique. Tout ça, c'est bien gentil, la pulsion de mort, les trucs comme ça. C'est trop compliqué pour les Américains. Nous, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on gagne notre vie. C'était vrai aussi, mais c'était vrai, mais c'était plus de la psychanalyse. Hein. Elle, Rank, etc. Enfin, toutes ces équipes-là. Ce qui fait que Freud avait tout à fait raison. Alors, voilà ce qu'ils ont fait à l'Institut de Berlin. Donc, juste ça. Au fond, j'ai campé mes deux personnages en 24 au congrès de Salzbourg, parce que c'est vraiment le moment du momentum, hein, le moment où ça va basculer. Mais ils se parlaient encore. Ils n'étaient pas encore fâchés tous, parce qu'en 27, c'était un couteau tiré. En 24, ça allait encore. À Salzbourg, Karl Abraham accède à la présidence de l'Association psychanalytique internationale. L'Institut de Berlin forme des médecins et des non-médecins, mais tous doivent suivre et valider un cursus para-universitaire complet. À l'origine, le but de cette formation était clairement de prévenir au sein de l'institution les débordements violents, érotiques, incestueux et d'éviter les luttes internes de pouvoir. Un but louable, qui a simplement rendu plus sournoises les inévitables querelles. En voulant le meilleur, l'Institut de Berlin a introduit dans la formation, alors ça c'est moi qui parle, hein, un vice fondamental, une importance excessive portée sur les savoirs. En édictant des normes médicales ou institutionnelles, ne risquait-on pas d'étouffer la créativité des praticiens, d'entraver la nécessaire plasticité des cures, au risque de voir la psychanalyse y perdre son âme? Une question qui ne cesse pas de ne pas trouver de réponse. Et là, c'est vrai que c'est une interrogation, hein, parce que à l'époque, ils étaient tous tout contents de voir que, à Berlin, attention, là, ça rigolait pas, et les cours que Alix raconte sont formidables. C'est formidable parce que, alors elle dit un radeau, il était passionnant, alors, il mettait des tas de petits chiffres, là, le surmoi, le SAD, il y en avait partout. On se serait cru chez William Blake, hein, Blake qui a pensé à Henri Michaud, vous savez, les petits dessins, comme ça, il y a des petites pattes de mouche partout. Et puis alors après, il y en avait un autre, Wright, qui était beaucoup plus systématique, alors il faisait des colonnes, le moi, le surmoi, le ça. Et alors elle dit, c'est génial. Puis alors on sort, on se dit, c'est quand même pas vrai. Ça ne peut pas être vrai quand même, parce que ce serait trop beau. Et ça, c'est Alix, quoi. Mais quand même, elle dit, l'Institut, c'est quand même drôlement intéressant, parce que là, on bosse, on en a pour son argent, quoi. Mais après, et alors en plus, elle qui était donc en grand transfert positif sur Abraham, il parle de l'homme au loup. Les deux, ils sont en train de le traduire, et tous les deux disent ça, franchement, c'est génial. Le mot loup, Freud n'a jamais fait aussi bien que le mot loup. On a vraiment l'impression qu'on comprend des choses formidables. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'études comme ça. Et alors Alix lui dit, oh mais moi je suis sûre qu'à l'Institut de Berlin, ils en ont des dizaines dans leur tiroir. Il suffirait de trouver un super Boswell, de trouver un conteur, un historien, un super historien, pour arriver à raconter les cures. Mais je suis sûre qu'ils en ont plein. C'est simplement qu'ils ne savent pas rédiger les cures. Bon. C'est sûr. Donc voilà, je ne sais pas comment vous... Peut-être que c'est un peu violent aussi ce que je dis en disant, au fond, ils sont devenus pervers. Hein. C'est une manière aussi de dire que ça pervertit les commencements. C'est une sacrée question, quoi. Ça simplifie, ça rigidifie. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est Et alors après, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien où l'inconscient est passé là-dedans. Oui. Hein? Et oui, parce que c'est les stades, hein, c'est la question des stades.
tous les stades de l'enfance, oral, urétral, et puis alors on arrive jusqu'au génital, et puis après ça, c'est fini. Oui, non, c'est vrai que... C'est vrai que qu'est-ce que tu vois? Je ne sais plus à quel moment, mais il me semble que, je ne sais pas si c'est Freud ou un autre ou les Strachey qui disent, non c'est Freud je crois, qui dit que l'essentiel finalement c'est pas tellement la théorie, l'expérience qu'ils ont de la cure. Et ça il le dit clairement quand même. Et l'inconscient justement il n'est pas passé à la trappe. Si toutefois il y a eu quelque chose qui ressemblait à l'analyse. On parlait de l'Institut. Mais justement, si c'est trop, pas forcément universitaire, mais disons si c'est trop apprendre, et puis savoir traverser, parce que du coup la pauvre Alix, elle était embarquée aussi dans quelque chose où elle a dit bon bah alors très bien, moi je veux la totale, j'achète tout. Mais évidemment, elle ne pouvait pas même entrer en analyse d'une certaine manière, parce qu'elle maîtrisait. En fait, c'est quelque chose qui courait après la maîtrise. Alors que Freud, quand il choisissait ses disciples, comme Rank, comme Reich, tous ces, au bout d'un moment, il leur disait bah, écoutez, il faut quand même que vous viviez, je vais vous envoyer des patients, parce que quand il traduisait, ils n'étaient pas payés, par exemple. Hein. Et alors là, il dit toujours à Jones accueillez-les bien, c'est stretchy. Je sais que bon, ils sont un peu queer, d'ailleurs il dit ils sont un peu bizarres, mais bon, ils sont formidables, ils ont plein de cultures, c'est des gens qui ont de l'étoffe, ils sont good stuff. Ah, ça c'est Jones qui lui dit ça. C'est Jones qui oui, dit ça. C'est parce qu'il le est, et ça veut dire un peu pédé aussi. Hein. Oui, non mais c'est ça qui est du souple. Et lui, il est antipathique. Et franchement, quand il dit oui, ils sont un peu. Je pense que au début, quand Jones écrit à Freud pour lui, quand même une lettre de recommandation, il lui dit oui, ils sont très cultivés, c'est une grande famille, il est un peu mou. Oui, quand on a 24 tomes quand même, 24 tomes de la standard, pour quelqu'un c'est mou, c'est pas mal débrouillé. C'est pas mal débrouillé finalement. La mollesse ça sert. Ouais. Non, puis surtout. Et alors, mais justement, mais parce qu'il y a des lettres, moi j'ai pas voulu, j'ai fait très attention, je voulais pas qu'on puisse retourner le livre contre la psychanalyse. Et donc un peu de la canaillerie de Jones, car il y en avait. Je l'ai pas mis, parce que c'est pas la peine de dire qu'il écrit à Freud en lui disant, mais vous savez, il n'est pas très clair, votre stretchy, etc. Donc, et donc, et franchement, il a mangé son chapeau, James. Hein. Il a mangé son chapeau parce que il n'était pas, d'une part, il n'était pas efféminé, mais il avait un visage tout, puis surtout, à Bloomsbury, ça leur était bien égal cette affaire-là. Donc, effectivement, il pouvait se travestir, il pouvait se déguiser, il n'y avait absolument aucun mal, tandis que Jones, il voulait que la psychanalyse, ce soit un truc sérieux, que ce soit Harley Street, que ce soit des médecins. Il ne voulait pas qu'il y ait des médecins. D'ailleurs, mais c'est formidable parce que tu me dis aussi que finalement Freud était content parce qu'il ne voulait pas que la psychanalyse soit ni du côté de l'université ni du médical. Et qu'au fond, avec eux, c'était du côté du littéraire. Oui. Tout à fait. Ça pour lui, c'était formidable d'ailleurs. C'est vrai qu'il a eu de la chance aussi avec l'édition, avec la Hogarth Press, qui est un excellent éditeur littéraire, et qu'il a été accueilli en Angleterre dans le giron littéraire. Et ça s'est fait en 25. Ça s'est fait à un moment où après, il n'était pas question de standard edition à ce moment-là. C'était juste qu'il y avait certains livres étaient traduits aux États-Unis, d'autres en Angleterre, et puis c'est tout. Et c'est quand même 20 ans après que ça s'est posé. Oui, moi, il y a quand même une question qui m'a tout de suite intéressée quand on en a parlé entre nous. C'est au regard de l'actualité de ton livre, que penser de l'actualité de la psychanalyse aujourd'hui? Quel pont faire? Comment envisager? Alors, tout d'un coup, ce qui me traverse, c'est qu'on a reçu Laurie Lofer pour un livre qui s'appelle Murmure de l'art à la psychanalyse. Mais lors de ce livre, elle nous a parlé de son prochain livre, qui est une psychanalyse émancipée. Et le soulèvement, il y a soulèvement aussi dans son titre. Je me suis demandé, est-ce que, parce que bien sûr c'est discutable,
c'est une militante, c'est des gens qui sont très, très préoccupés, très intéressés par tout ce qui est trans. Et je me suis dit peut-être que ces gens-là, effectivement, sont du côté de cette émancipation qu'on trouve quand même avec ces gens-là, Alix et toute cette bande. Ça m'a tout d'un coup, je ne sais pas, j'ai fait un petit lien de ce côté-là parce que sinon, que dire de la psychanalyse aujourd'hui au regard de ça, de ce début? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'on en est si loin d'une certaine manière. J'ai commencé le livre, le dernier dont tu parles, de Marie Lefebvre, Psychanalyse émancipée. Oui, moi aussi. Et en fait, elle renvoie, mais pas du tout critique, mais elle renvoie la psychanalyse, les psychanalystes aujourd'hui, à quelque chose qui est retrouver l'esprit d'émancipation dont vous parlez très bien. C'est pour ça que c'était en effet une ouverture à probablement à des modes de vie, à des façons de vivre la sexuation, en tout cas à une façon de vivre comme être sexué. Et elle dit que c'était infiniment plus original au sens en effet créatif, inventif dans les époques que vous racontez très bien, et elle parle, elle est extrêmement critique sur la façon dont aujourd'hui, particulièrement critique à l'égard de Jacques Alain Miller, très concrètement. La psychanalyse, elle les appelle tous des vieilles dames. Elle cite vraiment, elle y va fort. Non, mais elle cite en effet des propos. Oui, parce qu'il a reçu tout le monde a lu, Paul Preciado. Extrêmement, je dirais, précis et normatif, en effet. Donc en fait, il y a quelque chose là tout d'un coup. Il y a quelque chose, en fait. Il y a deux choses. Il y a la cure. Et puis, il y a toute la sociologie, où justement, par exemple, je vois dans 1925, le troisième sexe, par exemple. Le troisième sexe, c'est moderne par rapport à la c'est une exposition. Donc, il y a la sexuation, la sexualité, et puis il y a la conduite de la cure. C'est-à-dire que il faut quand même bien distinguer les choses pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, justement, alors donc ta question... Moi, j'ai pas lu Laurie Lofer, donc bon, de toute manière, je sais qu'elle est très tranchée, enfin, il va pas avec le bout de la cuillère. Alors peut-être que moi, ce que je trouve formidable à Bloomsbury, c'était que il vivait avec une grande sincérité, avec une grande générosité aussi. On a envie d'un homme, on a envie d'une femme, on y va. Et puis ensuite, d'ailleurs, quelqu'un comme Carrington, la pauvre Carrington, qui elle était quand même très très mal, psychiquement aussi. Alors, elle avait envie de tout le monde. Alors, elle a énormément souffert, elle était sans arrêt en larmes, parce qu'évidemment, elle ne pouvait pas être à la fois avec Pierre, avec Paul, avec Sophie. Et alors, elle dit à Alix, allez, on n'a qu'à partir toutes les deux, ils nous embêtent. Mais parce qu'elle était dans une espèce de sentimentalisme comme ça, et les autres... en profitaient quand même largement. Ces messieurs, ils auraient pu quand même... Enfin, mais bon, tout le monde... On essayait des choses, et elle était pas très bien armée, alors qu'Alix, elle était bien armée, parce qu'elle essayait à droite et à gauche et tout. Elle était assez, très grande et puis assez frigide. Elle les rendait fous, les copains. Fous avec sa frigidité. Oui, le problème, c'est assez frigide aussi. Le problème, c'est aussi assez frigide. Oui. Elle était effectivement frigide. Pas avec tout le monde. Avec tout le monde? Non. Les hommes, non. Non, ça vous connaissez des dépendants. Non, pas avec les femmes, Mais et justement, et Nancy Morris, cette peintre donc, qui était complètement amoureuse d'Alix, lui dit non, il faut que tu quittes ton mari. Alix dit pas du tout, je ne vais pas quitter mon mari. Très bien comme ça. Et donc, salut, on arrête. Fin de la liaison. Mais alors peut-être pour répondre un peu, mais je ne sais pas si ça répond, c'est qu'à cette époque-là, et nous, je pense qu'on n'est pas très bon actuellement pour ça, et là je parle du côté de comment conduire sa vie, parce que pas forcément de la cure analytique, mais
ils arrivaient à inventer des choses, ils mettaient en acte avec beaucoup d'honnêteté. Ce n'était pas justement des escrocs, il y avait tout ça autour d'eux. Hein. Ils arrivaient à trouver, ou comme par exemple vivre mariés pendant 50 ans, en bonne intelligence, avec, en rencontrant, bien sûr qu'on rencontre d'autres gens, ils nous auraient dit, bien sûr, vous rencontrez personne, vous, enfin bon, parce que c'était comme ça, et en même temps, on ne fait pas n'importe quoi. Mais on fait beaucoup, quand même. Quand même, ce que vous mettez en avant dans votre livre, le groupe de Bloomsbury a quand même une importance énorme dans toute cette affaire, qui n'y a pas à Vienne, qui n'y a pas en Allemagne, il n'y a pas tout ça. Et ce sont quand même des gens qui sortent d'années de vie victorienne corsetée. Oui, mais alors c'était pas un mouvement, hein, c'était pas un mouvement, ils étaient 20 en tout. Hein. Oui, ils étaient un peu plus. Non, ils étaient 10 dans la première génération de Old Bloomsbury, mais ensuite ils ont produit des choses, ils ont d'une certaine façon. Comment dire, je ne peux pas dire enrichi, parce que la littérature anglaise est riche, mais ils ont modifié déjà quelque chose du côté de la littérature, probablement du côté de la peinture, ça je ne connais pas, mais enfin du côté de la littérature c'est quand même très net. J'ai relu, je vous le disais tout à l'heure, le roman de Forster, Chambre avec vue, et c'est très étonnant, parce qu'ils sont à la fois dans la tradition, Forster il est bien dans la tradition des grands auteurs qu'il y a eu à l'époque victorienne, parce que c'était aussi des gens ceux-là étaient aussi des gens qui avaient une pensée, qui savaient décrire les choses, mais lui, il y a un petit retournement, il y a un petit truc de plus, et Chambre avec vue, c'est quoi? Ça se dit en 3 mots, hein. C'est l'histoire d'une jeune femme de 19 ans, 17 ans, qui, au fond, par une série de petites choses, par le fait qu'elle est en Italie, le miracle italien, la rencontre de gens anglais un peu farfelus, un jeune homme qui s'avance vers elle et qui se conduit très mal, elle est extrêmement choquée, elle se fiance avec un type parfait, bon, et puis elle s'aperçoit de son désir, elle découvre son désir et elle ose aller dans ce sens-là contre l'avis de tout le monde. Je veux dire, c'était déjà complètement... Donc ils étaient prêts pour la psychanalyse, ces gens-là. Et puis Forster était homosexuel. Forster était homosexuel. C'était absolument interdit, et donc il l'a refoulé. Mais il fait une description étonnante de ce qu'il peut y avoir dans la tête d'une jeune fille. Ah oui, tout à fait. À ce moment-là. Lui, peut-être. Oui. Je crois pas. Je pense que lui, c'est autre chose. Il écrit Maurice aussi. Il écrit aussi Maurice. Parce que ce vent de liberté et de créativité, il a soufflé en Espagne absolument à la même époque, c'est-à-dire avec la génération de 27, entre 1920 et 1930 et quelques. Et ce sont des gens qui vont effectivement être très proches de cette communauté de Bloomsbury, parce qu'ils sont... de toute façon, c'est les Lorca, c'est les Alberti, c'est Dali, c'est Buñuel, c'est toute la bande, ce groupe de poètes et de peintres. Enfin. Et c'est vraiment, ce que je voulais dire, me fait penser vraiment beaucoup à cette vie comme ça extrêmement fertile de tout ce groupe, parce qu'ils vont produire, hein, ils vont faire aussi l'enterrement de Gongola, enfin, ils vont un peu comme en France les surréalistes vont enterrer les putréfiés. Il y avait des manifestes. Enfin. Donc c'était une super élite qui se choisissait. Et il n'y avait pas de filles. Alors le coup de génie, évidemment, c'est que quand Toby a quitté, quand le frère de Virginia Woolf a quitté la fac et que du coup ils n'étaient plus ensemble, comme ils ont trouvé ça horrible que de plus se voir, il a dit venez chez nous, puisqu'il avait perdu son père et il vivait juste avec ses sœurs et le petit frère Adrian. Et c'est cette espèce de configuration, alors que Toby n'était pas spécialement intelligent ni rien. Il aurait peut-être fait de grandes choses, il est mort à 26 ans de la typhoïde. Donc, mais il était très beau, c'était le go, c'était donc très homosexuel aussi, ils étaient là tous entre mecs, quoi.
Et puis, ils arrivent tous les jeudis soirs, mais on est en 1904, hein, c'est bien avant la Première Guerre, donc 4, 5, 6, 7. Et voilà qu'il y a ces deux jeunes filles charmantes, Vanessa et Virginia, à qui on a refusé de faire des études supérieures parce que tout d'un coup il n'y avait plus d'argent dans la famille, alors il n'y en avait que pour les garçons. Et du coup, elles sont venues de manière gourmande, Vanessa du côté de la peinture, et elle a amené des peintres, et Virginia du côté de la littérature. Et elle a été très amie avec Forster, justement. Mais ils n'étaient pas beaucoup, hein, parce qu'ils se comptent sur les doigts d'une main quand même. Il y a eu Virginia, Vita Sackville, c'était pas mal, c'était très vendeur. Lytton Strachey, donc qui était... Lytton et Leonard Woolf, c'était les deux doigts de la main hein, quand ils étaient en fac. Et ils sont rentrés, ils sont devenus apôtres la même année. Et puis donc ensuite, Virginia a épousé Léonard. Léonard a épousé Virginia un peu parce qu'elle ressemblait à Toby. Hein. Bon, aussi. Hein. Donc ça, c'était compliqué. Ça a été compliqué aussi entre eux. Bon, évidemment que cette ouverture, c'est aussi des complications en termes de relations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au point de vue du génie intellectuel, il y a le fait qu'ils avaient été sélectionnés à Cambridge et qu'ensuite ils sont restés collés avec un matheux, un philosophe, quand même, c'était quand même... Un économiste. Un économiste quand même, hein, Keynes, c'était quand même pas... qui d'ailleurs les a beaucoup aidés aussi financièrement, puis qui avait des idées, qui était un excellent spéculateur. Et puis ils se sont mis à habiter ensemble comme ça et à faire cette... Mais ils voulaient rien dire, rien montrer à personne. Virginia, elle avait envie, mais elle, les grands romans, c'est 24, hein, 25, donc c'était beaucoup plus tard. Là, au début, c'était vraiment une petite jeune fille, une petite jeune femme, simplement qui était intéressée. Donc, elle détestait les psychiatres qui ne la soignaient pas. Donc, elle détestait la psychiatrice, on lui faisait boire du lait à 3 h de l'après-midi. Elle savait très bien qu'on se fichait d'elle ou prendre des bains, on ne savait pas que faire. Elle avait des gros problèmes. La psychanalyse, en tant que psychanalyse, est arrivée dans sa vie avec Strachey et avec Adrian, en fait, avec son petit frère qui tout d'un coup, elle le dit avec mépris, elle dit, oh ben voilà, maintenant il fait comme l'autre, il va passer 7 ans pour devenir médecin, puis après tout d'un coup, il va devenir psychanalyste, mais bon, il abandonnera en route de toute manière, donc elle n'y croyait pas. Il n'empêche que ce que je peux ajouter, à cause des correspondances que j'ai lues de sa part, on n'en sait rien ce qu'elle en pensait vraiment, mais elle était très intriguée par le psychanalyste de James et de sa femme Karine, donc, qui était James Glover, qui est mort en 26 malheureusement, mais qui discutait avec elle parce que c'était lui qui s'occupait de l'édition de Freud à la Hogarth, James Glover. Donc il venait chez eux et ils discutaient. Et donc elle disait, mais qu'est-ce que vous faites à mon frère? Mon frère, il est très dépressif, il était effectivement très dépressif, sûrement du côté de la psychose depuis l'enfance. Orphelin à 11 ans, balancé dans des pensions, enfin, c'est aussi une histoire terrible. Il était comme un fantôme, quoi. Il a perdu sa mère, sa sœur, son frère en l'espace de 4-5 ans. Et donc après, quand Vanessa s'est mariée, Virginia a dit et quand Virginia s'est mariée, elle a dit à Adrien, il faut absolument que tu te maries, tu peux pas vivre seule, en fait, il n'était pas autonome, quoi. Donc elle lui a dit, ben, va voir Noël Olivier, demande-lui, elle va te revigorer, elle est médecin, etc. Noël Olivier a dit no, thank you. Et du coup, il a épousé Karine Costello, qui était la nièce du philosophe, dont j'oublie toujours le nom, mais de Bloomsbury, le philosophe de Bloomsbury, très, très connu. Mais bon, ça s'est mal passé, ils ont eu tout de suite deux petites filles, mais bon, ça s'est mal passé, après ils se sont séparés. Et donc Virginia discutait avec Glover en disant, mais pourquoi est-ce que vous me dites que sa vie est une tragédie à elle toute seule et que sa famille est une tragédie? Moi, je ne vois pas, je ne comprends pas ce que vous pouvez faire avec la psychanalyse. Et en fait, elle trouvait que c'était des charlatans, en gros. Il y en avait, donc j'en parle. Et donc, elle en côtoyait aussi des charlatans qui faisaient des thérapies de convulsion pour les jeunes gens homosexuels, des thérapies de conversion. Et donc, il y avait vraiment des sales types qui s'occupaient des amis riches, etc. Et donc, elle ne croyait pas. Mais après, elle a changé à la fin de sa vie.
Après, en 1939, elle écrit I Gulp Freud. D'abord, en 24, c'est elle qui s'occupe de fabriquer les livres. Au début, elle dit à son mari qui va lire Freud. Tu crois qu'il faut prendre qui va lire Freud? Non, elle dit ça. Hein. Et après, Freud vient, elle va le voir, il lui donne une fleur. Elle écrit sa mort. Il était mourant quand il est arrivé à Londres, mais quand même, ils traduisent encore le Moïse ensemble, avec les Stretchy. Donc, bien entendu, elle est là-dessus. Donc, moi, je ne saurais pas dire. C'est évident que c'est pas quelqu'un qu'il aurait fallu mettre sur un divan. D'abord, elle en avait peut-être sûrement pas envie. Et puis, mais après tout, on n'en sait rien. C'est-à-dire, on l'a pas eu devant nous. Hein. Je veux dire, on aurait, après tout, on n'en sait rien. Oui, moi, je trouve qu'il y a, ce débat nous fait penser, un contraste assez fort entre toute cette histoire du bouillonnement culturel de Bloomsbury, du bouillonnement comportemental, etc., de cette libération et tout, et puis la période de la fabrication de la Standardisation. Ce sont vraiment deux époques et deux méthodes, deux façons d'être complètement différentes. Alors, il est probable que la focalisation de James et Alix sur ce travail au champ, ce travail monacal qu'ils ont conduit pendant 20 ans, sans voir personne quasiment. Hein. Il n'y avait plus Bloomsbury. Mais Bloomsbury, c'était fini après les années 20. Voilà, ça a été très court. Hein. Alors peut-être que ça n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu cette formation, hein, cette capacité finalement, et aussi grâce à l'analyse chez Freud ou chez Abraham, de pouvoir ne pas céder sur son désir, comme dit l'autre, hein, c'est-à-dire aller au bout de cette histoire, mais c'est vraiment deux choses complètement différentes, et à force de reparler de Bloomsbury, on oublie peut-être un peu l'importance de ce travail éditorial. Moi, j'ai été très intéressé par ça, parce que ça m'a beaucoup aidé à aller. Je lis aussi le livre de Grabinski, Portes ouvertes sur Freud. Oui, tout à fait. Et je trouvais que c'était une très bonne introduction. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'étais ravie. Ça a été publié justement en 2020. Oui. Voilà, j'aurais voulu en avoir un peu plus dans votre livre. Lui aussi, d'ailleurs. Il faut encore écrire le roman de la Standard Edition. Vous l'avez pas encore écrit. Ce serait un peu la même idée, hein, parce que lui, il pensait que j'allais plus. Ce qui m'a intriguée, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui m'a questionné, c'était les conditions de possibilité de la Standard Edition. C'est-à-dire, ce truc n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou d'arriver à, alors il n'a pas tout retraduit, mais à compiler les 24 volumes en 20 ans, alors qu'il était à moitié aveugle, etc., dans ces conditions-là. Comment ça s'est fait? Et au fond, à rebours, moi j'ai reculé en me disant comment ce type, qui était un peu un raté quand même, jusqu'à passer 30 ans, hein, il faut voir aussi qu'il n'était pas, il avait raté ses examens, il n'était pas spécialement, lui, il n'était pas, comme c'était Lytton, hein, l'intellectuel de là, on saura que c'était Lytton, hein, du coup lui, il est resté assis au pied de Lytton toute son enfance, et puis il n'a rien foutu, et j'allais dire, la place était prise, la place du savant. Mais comment, pour moi, mais évidemment c'est une interprétation, c'est la rencontre avec Freud, et c'est le transfert, c'est son analyse, qui ont fait qu'il est rentré à Londres, après ils se sont fait discrets pendant 20 ans, ils ne s'entendaient pas avec les gens de l'Institut, ils prenaient leur distance, ils bossaient avec Winnicott tranquillement, bon, ils ont fait gentiment leur boulot d'analyste, sans se disputer, tout en étant quand même un petit peu tendu. Et puis après, il y a la guerre, qui a été dramatique aussi pour eux en Angleterre, hein, ils sont partis se confiner dans les bois, chez la mère avec qui Alix continuait à discuter, mais enfin, elle était fatiguée à ce moment-là, donc ça allait mieux. Elle est morte en 54. Hein. Donc ils étaient là, et il y a eu cette demande à laquelle il a commencé par refuser, Stretchy. Et il y a aussi la lettre où il a écrit, ça aussi j'en ai pas parlé, on va pas parler de tout, il a écrit tout de suite à John Rivière en disant, bon alors vous êtes d'accord, on s'y remet, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Lui avait 60 ans, elle en avait 77. Elle venait de perdre son mari, et toi elle a dit non, moi ça je ne touche plus à ça. Et qu'ils aient eu le ressort, au fond, pour redémarrer.
je pense que c'est parce que, enfin, je ne sais pas, peut-être ne pas vouloir le laisser aux Américains, enfin, il y avait peut-être des raisons comme ça. Et puis après, effectivement, Alix qui a relevé le défi parce qu'elle aimait bien les défis comme ça. Puis il y avait Alan Tyson, hein, j'ai peut-être un petit peu commencé là, ils étaient quand même une bonne équipe. Et puis la fille de Noël Olivier, hein, ça c'est une drôle d'histoire aussi ça, hein, Angela. Parce que finalement, elle a travaillé, Alix, pendant 20 ans avec la fille de la maîtresse de son mari. Donc c'était généreux. Oui. Ex, mais après en 38, 39, 40, ils ont repris. Ah bon. Et elle a accouché d'une 4e fille en 39. Bon, elle était toujours mariée, donc tout bien tout à l'heure. Mais bon, c'était quand même une drôle d'affaire tout ça. Et le fait qu'ils aient fait d'Angela leur héritière, c'est-à-dire que c'était élégant de sa part quand même de dire bon bah ok, elle a fait le job, mais quand même, elle aurait pu dire bon bah attends. Comme ils n'avaient pas d'enfants, ils lui ont donné. Et héritière des droits de Freud, hein, en anglais. Je veux dire, Angela, elle est devenue riche. Hein. Ils ont fait un enfant en 24 volumes quand même. Hein. Oui, Absolument. oui. Absolument. C'est mieux que les Victoriens, hein, ils s'arrêtaient à 10 ou 12. Non, mais vous avez raison, il y a un hiatus qui a été au début, c'était le hiatus. Finalement, ce qui nous importe, c'est peut-être plus la Standard Edition, parce que la psychanalyse en Angleterre, bah, elle s'est faite avec les autres. Hein. James, il a participé au Middle Group, il a formé Winnicott, etc. Mais enfin, effectivement, il n'a pas été une grande figure de la psychanalyse anglaise. Hein. De l'édition du journal, oui, mais de la psychanalyse anglaise, non. Oui. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, hein, c'est précisément la Standard Edition. C'est ça qui nous reste. Et d'ailleurs, je me demandais comment est-ce qu'elle est arrivée, comment est-ce qu'elle a été vécue en France. Parce qu'on est finalement dans la même période que Lacan. Hein. Il y a des volumes qui paraissent les uns après les autres, etc. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en a fait en France? Ouais. Bah, moi, je pense que beaucoup de psychanalystes français ne parlant pas allemand, parce qu'en fait, logiquement, Freud, c'est en allemand. Et comme il n'y avait pas de traduction française, encore dans les années 70-80, on allait voir la Standard, c'est-à-dire c'était l'Examenwerke, on avait la référence Examenwerke et Standard Edition, donc allemand et anglais, puisque justement, il y a eu l'édition anglaise, avait les pages d'Examenschriften ou Werke, je ne sais plus, en parallèle. Donc, mais effectivement, Lacan l'a lu en anglais, c'était la voie d'accès à Freud en fait. Parce que les psychanalystes français, ils lisaient pas forcément tellement Freud. Et je pense que si Lacan n'avait pas fait ce grand retour à Freud, ils auraient peut-être laissé tomber. J'essaye de poser une question. Oui, bon, parce que c'est pas... Non, parce que c'est pas évident, parce que c'était très intéressant et très plaisant de vous, moi j'ai lu votre livre, mais de vous entendre encore plus. Donc c'était vraiment bon. Elle a manqué mourir de rire, mais bon, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais après, si on essaye de se recentrer sur la cure, ce que vous essayez de faire, ou plusieurs essaient de faire, c'est pas simple, parce que on peut pas dire que le contexte d'émancipation littéraire et de pensée en général, puisqu'il y avait des économistes, voilà, ce bouillonnement de pensée, cette émancipation dont tu relevais le concept. Créativité, parce que l'émancipation, on a l'impression qu'ils faisaient un peu n'importe quoi. Non, c'était des savants. Non. Je tiens au mot d'émancipation qu'a dit Delia, parce que justement, moi ce que j'entendais à travers ce que vous disiez, et peut-être c'est ça aussi qui fait rire, c'est qu'il y a une libération, on entend un mouvement de libération, alors je vais dire, du féminin. C'est-à-dire que ces hommes homosexuels, c'est leur féminin aussi qui s'exprime, qui vit, etc. Et ces femmes, eh ben, elles peuvent avoir leur masculin aussi qui vit comme il veut, enfin comme il peut et comme il veut.
Donc, c'est pas sans importance avec la naissance de la psychanalyse, avec l'œuvre de Freud, que vous parliez de ces choses-là qui se sont passées à cet endroit-là. C'est pas sans rapport. Seulement, on ne peut pas rabattre. Évidemment, c'est ça qui est compliqué pour poser une question. C'est que il y a un hiatus, mais c'est pas sans lien. Enfin, c'est pas par hasard. Voilà. Et donc, ça pose une vraie question. Parce que j'ai l'impression que votre livre, il est à la tangence de la psychanalyse. C'est-à-dire, comme on dit que la littérature, elle est tout proche, comme c'est tout proche, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas ça? C'est ça qu'on n'arrive pas à attraper dans cette discussion qui est intéressante. Peut-être que c'est pas dissible, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est ce qui en permanence échappe. Bon, ça, c'est pas très grave qu'il y ait des choses qui échappent. Surtout quand on peut les cerner, quand on peut les attraper, quand on peut en faire à peu près, quand on croit pouvoir en faire le tour, c'est pas très grave. Comment est-ce que je veux dire? Pas exactement, parce que là, je trouve pas qu'on en fait le tour. On fait le tour du hiatus pour l'instant. C'est ça. Voilà. Mais ça laisse un peu une insatisfaction. Ce qui est important, c'est effectivement le lien entre ce bouillonnement dont il est question. Il y a tout un événement, un véritable événement dans les années début du siècle jusqu'en 10 à peu près, 12. Il y a ce bouillonnement. Et c'est dans ce bouillonnement que peut, au sens du pouvoir, peut naître quelque chose qui est, comme disait M. Chapoutot, quelque chose qui permet une traduction, une œuvre. Freud apparaît dans mon livre, mais aussi la cure, c'était pas tellement important pour lui par rapport à la transmission de son œuvre. Je sais pas. À partir des années 20, mais avant. Oui, c'était pas un thérapeute dans l'âme, je veux dire, c'était pas un C'était pas un thérapeute c'était pas. Mais justement, peut-être qu'il était assez de quelque chose de son texte. Peut-être justement de cette transmission. Est-ce que c'était transmissible? C'est une des questions dans la propos de la psychanalyse. Est-ce que c'est transmissible? Parce que moi, je voudrais essayer de répondre par une manière. J'ai lu, donc pour écrire ce livre, j'ai lu énormément de correspondances et de documents en privilégiant beaucoup les lettres. Et très souvent, il y a des articles savants, il y a des tas de gens qui ont écrit, des Anglais, des Suisses, des Américains, des Belges, des Hollandais, qui ont écrit sur Virginia Woolf et la psychanalyse, etc. Et ce qu'il y a de très étonnant, enfin, j'ai trouvé ça étonnant, des historiens aussi, c'est que, ou des sociologues, ils font des études très poussées, très intéressantes, très bien. Moi, je me suis appuyée là-dessus, ils ont été sortir des documents formidables. Puis tout d'un coup, dans le paragraphe de fin, ils vous font une petite psychanalysette de prise unique en disant « Oh oui, mais il était hyper névrosé, celui-là c'est un psychotique, mettez-moi tout à fait. » Et alors, on a envie de dire « Mon Dieu, mais enfin, moi ça me choque affreusement, parce que je me dis « Mais enfin, qu'est-ce que vous en savez de ce qu'il y avait dans la tête de Virginia Woolf quand elle est rentrée dans l'eau ?» Enfin, donc, il y a une espèce de quelque chose qui est assez intrusif, ou tout simplement, on ne peut pas interpréter. Donc, effectivement, moi là, je me suis tenue sur le bord, parce qu'on n'en sait rien, mais quand même, il y a des choses qui sont dites. Quand James il dit, bah oui, mon analyse, il y a des fois, pendant 1 heure, je reste là avec mal au ventre, et puis j'y pense toute la journée, j'ai rien dit, et puis le lendemain, il y a ce type, c'est un vrai artiste, il fait comme une petite peinture, il lance un mot, il lance un autre mot, puis on trouve ça génial. Là, je me suis dit, il y est. Là, lui, il est dedans. Pas où, hein. Mais l'artiste, c'était Freud? Oui. C'était Stretchy qui se lance. Son frère Lytton, à qui il disait tout, quelle chance, il a des tonnes de lettres, lui dit, alors comment est-ce qu'il fait des blagues allemandes? Lytton, il dit, est-ce qu'il fait des blagues allemandes? Est-ce qu'il est lourdingue? Ça va. L'autre, il dit, attends, c'est un artiste, hein, attention, je veux pas qu'on tarde trop aussi. Quelle heure est-il? J'ai pas regardé. On va peut-être s'arrêter. Merci beaucoup. Je crois qu'on passerait des heures avec tout ce que tu pourrais nous raconter. Merci.